Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis un crayon magique. Un quoi? Un grillon moustique? Non, je suis un crayon magique. Un version tragique? Non, c'est pas ça, je suis un crayon magique. Un quoi? Un crayon magique. Quoi? Un caleçon pratique? Un crayon magique. Un crayon magique? Mais c'est quoi ton pouvoir? Tout ce qu'on dessine avec moi, ça devient vrai. Qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner? Ah oui! Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait un livre qui s'appelait Naissance d'un château fort, de David Macaulay. Je vais essayer de dessiner un château fort. Le donjon, la tour centrale, les créneaux. On va voir si t'es magique. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! De David Macaulay, Naissance d'un château fort. Le 27 mars 1283, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, nomma Kevin seigneur d'Aberwyvern, riche région du nord-ouest du pays de Galles encore insoumise. Certes, ce titre récompensait un loyal serviteur, mais en octroyant ce domaine, le roi avait aussi des raisons importantes. Édouard voulait établir définitivement son autorité sur les Gallois et avait entamé un programme ambitieux et très coûteux de construction de châteaux et de villes dans cette province. Quand c'était possible, il encourageait les seigneurs loyaux, comme Kevin, à s'engager à leurs propres frais dans des entreprises semblables qui cadraient avec son plan d'ensemble. Pour protéger le château, Lord Kevin prit immédiatement ses dispositions pour bâtir à la fois un château et une ville. Il engagea Jacques de Babington, ingénieur de grand talent, pour dessiner le projet et diriger les travaux. Le roi Édouard suggéra de choisir un site au bord de la mer, près de l'embouchure de la Wyvern. Ce fleuve était un trait d'union d'importance entre les montagnes et l'intérieur. Après avoir examiné plusieurs possibilités, Maître Jacques et ses collaborateurs choisirent l'emplacement définitif. On va le mettre là. Le château devait être bâti sur un promontoire calcaire élevé. Il profitait ainsi de la défense naturelle constituée par la rivière, et en même temps, du fait de la hauteur du promontoire, il s'assurait une vue sans obstacle sur la campagne environnante. Maître Jacques plaça la ville en contrebas, à l'endroit où le site du château était accessible depuis la terre. Elle devait servir de barrière de ce côté et constituer avec la rivière la première ligne de défense du château. Outre ses collaborateurs, Maître Jacques avait emmené avec lui des terrassiers, des charpentiers, des manœuvres et plusieurs cargaisons de bois et d'outils. Les charpentiers se mirent immédiatement à la construction de casernements et d'ateliers pour eux-mêmes et pour les soldats qui allaient protéger le site. Ils construisirent aussi une maison, grande mais provisoire, où logeraient Maître Jacques et son équipe aussi bien que Lord Kevin et sa famille qui étaient attendus au cours du mois suivant. Une fois établi le périmètre approximatif de la ville, les terrassiers creusèrent un large fossé tout autour de la zone. En arrière, les charpentiers élevèrent une solide palissade pour protéger le site jusqu'à la construction d'une muraille permanente en pierre. Dès que ces travaux préalables furent entamés, Maître Jacques et ses collaborateurs se mirent à préparer le plan de l'ensemble, en commençant par le château. Leur principal souci était la capacité du château à résister à une attaque directe et à soutenir un siège. Cette dernière tactique, de plus en plus répandue, souvent efficace, consistait à entourer le château et la ville, les couper de l'extérieur et attendre que les défenseurs, ayant épuisé leurs réserves de nourriture et d'eau, n'aient plus que deux possibilités: mourir de faim ou se rendre. Dans son projet de fortification, Maître Jacques fit appel à plusieurs solutions utilisées dans d'autres châteaux où il avait travaillé comme assistant de l'architecte. La disposition du château consistait en une série d'enceintes concentriques de plus en plus petites et de plus en plus fortes. L'espace central, au cours du château, était entouré par une haute muraille, la courtine intérieure. À l'intérieur, la haute cour. À l'extérieur de cette dernière, la basse cour, elle-même entourée par une muraille plus basse, la courtine extérieure. Les deux murailles étaient flanquées de tours rondes qui permettaient aux soldats de surveiller tout le périmètre du bâtiment.
Dans chaque muraille, une large entrée était protégée par 2 tours en forme de U, de part et d'autre d'un passage défendu par une combinaison de ponts, de portes et de barrières. L'ensemble constituait une porte fortifiée. Une autre, plus petite, sur un des côtés de l'enceinte extérieure, protégeait la poterne. Cette petite porte à droite menait à un chemin fortifié qui descendait la falaise vers la rivière. Le château devait abriter Lord Kevin, sa famille et ses gens quand ils étaient dans le Pays de Galles, et servir de résidence permanente à l'intendant, le cellérier, sa famille et ses gens, ainsi qu'à une garnison. Les tours de la courtine intérieure étaient occupées par les appartements du seigneur et de l'intendant, par une chapelle, des pièces de service et un cachot. Les autres habitants du château vivaient et travaillaient dans les bâtiments de la cour intérieure. Maître Jacques plaça un puits à l'abri de la cour intérieure. La courtine extérieure, qui mesurait environ 90 mètres, devait avoir 6 mètres de haut, 2 mètres 40 d'épaisseur. Les murs des tours devaient avoir la même épaisseur, avec 3 mètres de plus en hauteur, pour bien voir de chaque côté. La courtine intérieure, d'environ 60 mètres, devait avoir 10 mètres de hauteur, 3 mètres 60 d'épaisseur, avec des tours de 15 mètres de haut. De la courtine la plus haute, les soldats pouvaient tirer par-dessus la courtine extérieure, renforçant ainsi la garde de cette dernière. Les tours et le sommet des murailles étaient reliés par des chemins de ronde, qui permettaient aux soldats de passer immédiatement d'un point de la muraille à un autre en cas d'attaque. Le chemin de ronde et la courtine extérieure étaient desservis par des escaliers placés au revers de la muraille, sur la courtine intérieure, par l'escalier en spirale construit dans chaque tour. Sur le chemin de ronde, les soldats étaient protégés par un parapet construit sur son bord externe. Les 2 courtines et les tours étaient strictement verticales, sauf en bas, où les murs s'élevaient en oblique. Cette pente, à la base de la muraille, jouait un double rôle. D'abord, le talus renforçait la construction. Ensuite, il réalisait une surface sur laquelle les pierres ou autres projectiles, lancés d'en haut, pouvaient rebondir sur l'ennemi. Ensuite, on traça le plan de la ville, qui était d'ailleurs beaucoup moins complexe. Le site fut simplement divisé en quartiers par un réseau de rues et les quartiers en parcelles. Sur chaque parcelle, un colon allait bâtir sa maison, soigner son bétail, faire un peu de culture. Au début, on ne devrait autoriser que des Anglais à vivre en ville, et on les encouragerait en leur promettant des redevances, pas trop élevées. La muraille avait pour but de protéger la ville. Les tracés du rempart n'obéissaient qu'à des considérations militaires. Le rempart devait avoir 6 mètres de haut et près d'1 mètre 70 d'épaisseur. Il serait renforcé par des tours en forme de U qui feraient saillie tous les 45 mètres. On ménagerait un chemin de ronde avec des créneaux, sauf au contact de la courtine extérieure du château. Des portes flanquées de 2 tours devraient fortifier les 3 entrées de la ville. Maître Jacques, avant d'avoir terminé ses plans, commença à engager la main-d'œuvre. D'abord, le chat Mistigris et le chien Toby. Il s'adressa au gouverneur de plusieurs villes d'Angleterre en indiquant le nombre et la qualification des ouvriers qu'il recherchait. Au moment où l'entreprise battrait son plein, elle pourrait demander plus de 3000 travailleurs. Des carriers, des gâcheurs de mortier, des charpentiers, des maîtres maçons comme celui-ci, des forgerons, des plombiers, des terrassiers, et des manœuvres. Chaque corps de métier était dirigé par plusieurs contremaîtres, qui à leur tour étaient responsables devant Maître Jacques. Voici le maître forgeron. Un gâcheur de mortier et son aide. Le mortier est une sorte de ciment. Des terrassiers qui creusent les fondations. Et Toby. Le forgeron ne restait pas les bras croisés. Il avait beaucoup d'outils à fabriquer à ce moment-là. Une baramine, des coins, un marteau de tailleur, une scie passe-partout qui sert à couper des pierres, des ciseaux. Quand on dit un ciseau, voilà un ciseau. Des pelles de terrasserie, des truelles, des houes pour gâcher le mortier,
En même temps qu'il préparait le travail des ouvriers, il commandait des outils en grande quantité. Beaucoup étaient en fer pour le travail de la pierre comme du bois, et pouvaient être réparés chez le forgeron. Maître Jacques et les arpenteurs commencèrent à matérialiser l'emplacement des murs principaux et des tours. À cause de sa position sur un rocher, le château n'avait pas besoin de fondation spéciale. Les ouvriers commencèrent par niveler grossièrement les zones qui allaient être bâties. La muraille de la ville ne s'appuyait pas partout sur du roc. Certains tronçons avaient besoin de profondes fondations pour réduire le risque d'affaissement. Un autre groupe fut chargé de creuser le puits et de tailler une tranchée, ou douve, en travers du promontoire, du côté de la terre. Cela rendrait le château moins facile à accéder du côté de la ville, et donc plus sûr. Tandis que Maître Jacques dirigeait la mise au point du projet, Lord Kevin, son seigneur, commençait à collecter des fonds pour le financer. Une partie de l'argent devait provenir des redevances et impôts payés par les paysans de la région, qui étaient automatiquement devenus des fermiers de Lord Kevin quand il avait reçu la seigneurie d'Aberwyvern. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la perception, le bailli du seigneur, Walter d'Ipswich, fut envoyé dans la campagne avec des soldats pour recenser les gens et leurs biens. Le reste de l'argent devait provenir soit de la vente du bétail et des récoltes dans les domaines anglais et gallois de Lord Kevin, soit directement de sa fortune personnelle. À la mi-juillet étaient arrivés les premiers charrois apportant du grès en provenance d'une carrière voisine. On attaqua en même temps la courtine extérieure et les fondations de la muraille de la ville. Le mortier qui servait à lier les pierres était un mélange de chaux, de sable et d'eau. On commençait par construire des parements internes et externes sur chaque mur. Les pierres étaient soigneusement ajustées et liées grâce au mortier. Quand ces deux minces parements s'étaient élevés d'1 mètre environ, l'intervalle était complètement rempli de pierres de blocage. Pendant que les murs s'élevaient, les maîtres maçons vérifiaient sans cesse leur aplomb et leur horizontalité. De temps en temps, on intercalait une couche d'ardoise pour recommencer à bâtir sur une assise bien horizontale. À partir d'une certaine hauteur, il fallait un échafaudage temporaire en bois pour supporter les ouvriers et les matériaux. Il était fait de perches liées entre elles et fixées au mur par des pièces de bois entrant dans des trous. Ces trous s'appellent les trous de Boulin et on les voit encore aujourd'hui, par exemple sur la tour de Guinette. Les trous de Boulin étaient alignés en oblique. Au moyen des planches clouées sur l'échafaudage, ils permettaient de réaliser des rampes, des sortes de toboggans, sur lesquels on tirait ou portait des matériaux lourds. L'échafaudage portait aussi des poulies pour hisser les matériaux plus légers et les outils. Dès qu'une portion du mur du château ou de la ville avait atteint le niveau du chemin de ronde, on construisait son couronnement avec alternance de parties hautes, qu'on appelle les merlons, et de parties basses, qu'on appelle les créneaux. Les merlons contenaient chacun une archère, mince fente verticale à travers laquelle un soldat pouvait tirer des flèches. Les créneaux permettaient de jeter des projectiles sur l'ennemi. Chaque merlon était surmonté de 3 pointes, ou épis, qui étaient en pierre. Juste sous chaque archère se trouvait un trou carré, qu'on appelle un trou de hourre. En temps normal, le trou de hourre ne sert à rien, mais en temps de guerre, on place à l'intérieur des solives, des sortes de poutres, qui vont supporter une galerie en bois, qu'on appelle les hourres. Les travaux de construction s'arrêtèrent en décembre. Le gel fait éclater le mortier humide comme le ciment. Le sommet des murs fut donc protégé par une couche de paille et de fumier, qui dégage de la chaleur, et beaucoup d'ouvriers retournèrent en Angleterre pour passer le reste de l'hiver. Les quelques centaines d'ouvriers qui restèrent à travailler sous des hangars préparèrent le matériel et les outils qui seraient nécessaires à la reprise du chantier lorsque viendrait le printemps. À la fin du mois de mars suivant, la plupart des ouvriers étaient revenus, et le travail reprit exactement là où on s'était arrêté. Dès qu'une longueur suffisante de fondation était achevée, on élevait la muraille de la ville. Maître Jacques l'avait conçue comme une série de sections indépendantes, mais qui pouvaient communiquer entre elles. Au niveau du chemin de ronde, en arrière de chaque tour, était une passerelle de bois, qui constituait le seul passage entre deux sections. Si la muraille était envahie en un de ces points, les défenseurs n'avaient qu'à enlever les passerelles de bois à chaque extrémité de la section du mur. L'ennemi serait alors forcé de descendre à découvert par l'escalier, ou de s'en aller comme il était venu.
Dans les murs, il y avait en général 2 sortes d'embrasures, des fenêtres et des archères. Derrière chaque ouverture, une embrasure était ménagée. Derrière une archère, elle avait la forme d'un coin pour permettre à l'archer de viser aisément dans toutes les directions. Comme les fenêtres étaient les seules à apporter de la lumière gratuite, leur embrasure avait souvent la taille d'une petite pièce avec des sièges maçonnés dans le mur. Pour des raisons de sécurité, les fenêtres du bas étaient très étroites. Celles qui étaient au sommet étaient plus larges. Toutes les fenêtres étaient protégées par des grilles de fer. On pouvait même les fermer avec des volets de bois. Le travail avança tout l'été et l'automne, et à la fin du chantier de 1284, plusieurs tours et les sections contiguës de la muraille de la ville avaient atteint la hauteur du chemin de ronde. Au mois de mars qui suivait, une centaine de maçons supplémentaires s'ajouta aux ouvriers, qui revenaient pour accélérer la construction de la courtine intérieure. Pour augmenter la puissance défensive de cette enceinte, qui était déjà massive, Maître Jacques avait conçu ces tours de telle sorte que chacune forme une sorte de petit château qui puisse être défendu indépendamment du reste de l'enceinte. Chaque tour n'avait que 2 entrées. La première, en bas, donnait dans la haute cour. La seconde, au sommet, ne communiquait qu'avec le chemin de ronde. Au cas où la cour aurait été envahie, les 2 ouvertures pouvaient être condamnées par de lourdes portes en bois. Chaque tour contenait 3 salles superposées, reliées par un escalier en spirale, bâti dans l'épaisseur du mur de la tour. L'escalier dépassait le niveau du chemin de ronde pour atteindre le sommet d'une tourelle, qui était souvent couverte d'un toit. Au rez-de-chaussée de la tour, la salle servait en général à stocker des vivres qui permettraient à la tour de se suffire à elle-même au cas où elle serait assiégée. Les 3 autres salles servaient soit au travail, soit à l'habitation. Le sol du rez-de-chaussée était le rocher lui-même. Le sol des autres pièces était fait de planches de bois, clouées sur de grosses poutres saillantes en chêne, allant d'un mur à l'autre. Les poutres pouvaient être encastrées dans le mur dès la construction ou portées par des pierres en saillie qu'on appelle corbeaux. La tour était surmontée d'une toiture couverte en feuilles de plomb ou en ardoise sur une charpente conique dont les solives s'encastraient dans une rainure sur le bord interne du chemin de ronde. Une fois la construction hors d'eau, on acheva les salles du dessous. Elles étaient chauffées par des cheminées qui avaient été ménagées dans les murs pendant la construction, de même que les conduits de cheminée qui évacuaient la fumée jusqu'au sommet de la tour. Le jour, les fenêtres fournissaient presque tout l'éclairage. La nuit, la lueur du foyer de la cheminée était renforcée par des lampes à huile et des chandelles qui étaient en général placées sur des consoles, insérées dans le mur tout autour de la salle. Les murs étaient couverts d'une épaisse couche d'enduit et ornés de peintures, de tentures de toile peinte ou les 2. Les sols, y compris au rez-de-chaussée, étaient couverts de joncs et d'herbes odorantes qui étaient balayées et remplacées chaque mois. En octobre 1285, la courtine extérieure, à l'exception des portes, était achevée et les maçons se consacraient pour la plupart à la construction des 2 dernières tours d'angle intérieures. Dans une des tours, construite à un endroit où le sol était légèrement plus bas que celui de la cour intérieure, on creusa dans le rocher une salle sous le rez-de-chaussée. Elle servirait de cachot. On ne pouvait y accéder que par une trappe dans le plancher du rez-de-chaussée. Seule une mince fente dans l'épaisseur du mur éclairait le cachot. Finalement, une seule tour différait complètement des autres. Celle qui accueillerait la chapelle. Au lieu d'avoir 2 salles au-dessus du rez-de-chaussée, elle n'en avait qu'une, haute de 2 étages. L'abside qui abritait l'autel de la chapelle tenait dans la niche d'une grande fenêtre. Les fenêtres furent garnies de vitraux de couleur. De l'autre côté de la chapelle, dans l'axe de l'abside, une 2e niche fut aménagée dans le mur de la tour, mais au niveau du 2e étage seulement. Ce serait de cette tribune que Lord Kevin et sa famille assisteraient aux cérémonies, tandis que le reste des fidèles devait rester debout sur le plancher de la chapelle. Les nombreuses latrines du château étaient situées dans les courtines et desservies par d'étroits passages. Elles étaient éclairées par une petite fenêtre ou une archère. Le siège consistait simplement en une dalle de pierre percée d'un trou rond. « Comment allez-vous »
Eh bien, ça va, comme vous le voyez. Sur la courtine extérieure, le siège était placé entre deux corbeaux et déplacé de la muraille. Les latrines de la courtine intérieure étaient souvent groupées au-dessus de conduits verticaux ménagés dans le mur ou plaqués contre lui. Ces derniers débouchaient au pied du mur dans une fosse qu'il fallait vidanger périodiquement. Les dernières constructions importantes dans les fortifications du château et de la ville furent les portes. Elles furent conçues et bâties avec le plus grand soin, car c'étaient les parties les plus vulnérables de la muraille. Entre les deux tours de chaque porte, une succession d'arcs en pierre soutenait une salle placée au-dessus de la route, dans le plafond. Depuis cette salle, on pouvait abaisser une lourde grille de bois, la herse, pour bloquer le passage. La herse coulissait dans des rainures taillées dans le mur. L'extrémité de chaque poutre verticale était taillée en pointe et couverte de fer. Pour plus de solidité, la herse était aussi plaquée de fer à l'extérieur. D'épaisses portes de bois, elles aussi renforcées de ferrures, faisaient suite à la herse. Les battants pouvaient être bloqués par une lourde poutre ou barre qui passait à travers la muraille au rez-de-chaussée et venait s'encastrer dans un trou de la muraille opposée. Des archères, ménagées dans le rez-de-chaussée, permettaient de surveiller complètement les abords de l'entrée. Et si des ennemis étaient assez imprudents pour se faire prendre dans cette zone qui séparait les tours, ils recevaient une grêle de projectiles variés sur la tête et des flèches lancées par les ouvertures du plancher au-dessus d'eux. À la fin de 1286, la muraille de la ville était presque terminée. Comme la ville était de plus en plus sûre, la population augmenta. Outre les paysans qui cultivaient la campagne environnante, beaucoup de marchands et d'artisans avec leurs familles vinrent s'installer à Aberwyvern. Ils serrèrent leurs maisons pour conserver le plus possible de pâturages et de champs à l'intérieur des murailles. Il n'y avait pas de trottoir, et les façades s'alignaient le long des rues, sans pavés. Les premières maisons étaient groupées près du puits, par la suite elles se répandirent le long de toutes les rues. Toutes les maisons étaient construites en pans de bois, c'est-à-dire qu'il y avait une armature de poutres, généralement en chêne. Les intervalles étaient remplis au moyen d'un latis, de tiges et de joncs et de torchis pour le rendre plus solide et boucher les trous. Les toits étaient couverts d'ardoises ou de bardeaux de bois. Au rez-de-chaussée, comme à l'étage, le sol était de terre battue, couverte de jonchés. Un seul foyer fournissait la chaleur, et aussi la lumière, car les fenêtres étaient très petites et généralement garnies de peaux de chèvre ou de moutons huilés. La plupart des commerçants d'Aberwyvern, comme maître Thomas, le maître cordonnier ou maître Olivier, le maître drapier, fabriquaient et vendaient leurs marchandises chez eux. Les ateliers et les boutiques étaient placés au rez-de-chaussée du côté de la rue. Le jour, les volets de bois s'ouvraient vers l'extérieur, le battant inférieur s'abaissait et servait de comptoir pour disposer la marchandise, tandis que la partie supérieure, relevée, formait un auvent. Les boutiques qui vendaient des produits de la campagne, du poisson, du vin, étaient souvent à proximité des portes de la ville, par lesquelles ces denrées étaient apportées. Quand il y eut plusieurs centaines d'habitants, à Aberwyvern, la ville devint officiellement une paroisse et reçut un prêtre. Peu après son arrivée, ce prêtre commença à diriger la construction d'une église sur une parcelle offerte par Lord Kevin. C'était le seul bâtiment de pierre de la ville, le plus important pour l'architecture comme pour la vie sociale. Les citadins manifestèrent leur gratitude pour cette église en versant de généreuses contributions ou en travaillant gratuitement. Ce n'était pas un mince sacrifice pour des gens qui travaillaient 7 jours par semaine. Pendant l'été 1287, on acheva les portes qui menaient dans le château. La porte intérieure avait 2 herses et 2 portes de bois, avec 2 barres. La porte extérieure était aussi bien aménagée. Elle était équipée en plus d'un pont-levis, plateforme en charpente, qui était conçue pour basculer autour d'un axe. L'axe était inséré dans des trous à la base de chaque tour, de part et d'autre du passage. Le pont était ajusté sur l'axe, une extrémité menant vers la basse-cour, l'autre extrémité franchissant la douve. L'extrémité interne du pont était lestée d'un contrepoids. Lorsqu'on enlevait les cales, elle plongeait dans une fosse qui avait été creusée dans le roc entre les tours. L'autre extrémité se relevait et coupait le passage au-dessus de la douve. Pour la rétablir, il fallait rabaisser le pont-levis et recaler le contrepoids. Le pont-levis reliait le château à l'extrémité d'une rampe de pierre qui s'élevait jusqu'à 7,50 m de hauteur. Pour entrer dans le château, on était obligé d'emprunter cette rampe en s'exposant aux tirs des soldats. Et la poterne, qui avait elle aussi un pont-levis, fut achevée à la même date.
Une fois les portes finies, on commença les constructions dans la cour intérieure, qui était désormais à l'abri. Le baraquement qui abritait la garnison fut le premier des bâtiments provisoires à être remplacé. Le nouveau bâtiment, construit en pans de bois, avait un étage et un toit d'ardoise. L'étage servait de chambrée aux soldats, tandis que le rez-de-chaussée se partageait entre écurie et magasin. L'un de ces derniers contenait une grande partie de l'armement, qui avait été rapporté d'Angleterre. Le forgeron avait son atelier à côté du casernement et se chargeait de toutes les réparations dont les armes avaient besoin. On peut voir ici une arbalète, une hache d'armes, un arc, des carreaux d'arbalète. Le plus important des nouveaux bâtiments de la cour allait être la grande salle, qui servirait de réfectoire et de lieu de réunion. Elle devait avoir 10,50 m de large sur plus de 30 mètres de long. Maître Jacques installa la salle dans un angle de la cour intérieure, de telle sorte qu'il ne restait que 2 murs à construire. Ils furent tous les deux bâtis en pierre et crénelés. Le plus long, parallèle à la courtine arrière, était percé de 3 grandes fenêtres et d'une porte. Dans le mur nouveau qui formait le petit côté de la salle, était aménagée une grande cheminée et un passage vers la cuisine. Dès que les murs furent finis, les charpentiers commencèrent la toiture. Elle devait reposer sur une série de bâtis en bois qui s'appellent des fermes et qui franchiraient toute la largeur de la salle. Pour plus de solidité, chaque ferme était arquée en dessous et pointue au sommet. Plus tard, ce nom de ferme donnerait le nom aux grandes fermes qu'utilisent les paysans. On dressa sur chaque console un poteau de bois et on le fixa au mur. Ensuite, les éléments soigneusement taillés de chaque ferme furent assemblés et hissés à leur place, les extrémités reposant sur 2 poteaux opposés. Les fermes furent reliées entre elles à leur sommet et recouvertes de planches et de feuilles de plomb. Une fois la toiture bien étanche, les murs intérieurs furent enduits et peints et les fenêtres reçurent leurs vitres. Dans l'autre angle arrière de la cour intérieure se trouvait la cuisine. Elle contenait des fours pour cuire le pain, des cheminées spéciales pour rôtir et pour fumer la viande, et une grande réserve pour le vin et les tonneaux de bière. Un grand évier de pierre était aménagé dans la courtine arrière. L'eau y arrivait directement depuis une citerne placée en haut de la tour d'angle. Tout autour de la cour, de nouvelles constructions, en pans de bois, remplacèrent finalement les derniers baraquements et ateliers qui dataient de 4 ans. Il y avait là plus de place pour Lord Kevin, Lady Catherine et leurs serviteurs, et aussi les chambres pour les invités et la suite du seigneur, dont le bailli Walter, le chapelain Robert et Lionel le barbier médecin. Les petites pièces du rez-de-chaussée étaient affectées aux serviteurs, aux ouvriers et au stockage des provisions. Le cuisinier du château, maître Jean, vivait avec sa famille et ses 2 aides dans un petit appartement près de la cuisine. Un autre angle de la cour abritait le chenil et la cage des faucons avec lesquels Lord Kevin chassait. Des chats et des chiens rôdaient librement dans le château. On espérait ainsi éviter la prolifération des rats. Une petite partie de la cour était enclose car Lady Catherine avait voulu y planter une pelouse de gazon et des fleurs. En octobre 1288, les murs et les tours du château furent terminés. Toute la construction fut blanchie à la chaux. Elle paraissait ainsi avoir été sculptée dans un seul bloc de pierre colossal. La grande impression de puissance qui s'en dégageait en était encore renforcée. Au printemps suivant, une poignée d'ouvriers revinrent à Aberwyvern. Il n'y avait plus rien à faire, et les artisans qui s'étaient établis en ville pouvaient se charger de l'entretien quotidien du château. Lady Catherine considéra alors que le château était habitable, et le 29 avril, elle vint, avec dames d'honneur, enfants et serviteurs, rejoindre Lord Kevin dans leur résidence royale. 2 ans plus tard, Lord Kevin octroya une charte à Aberwyvern. Elle dispensait les habitants présents et futurs de certains impôts dont Kevin pouvait se passer. Le château était terminé, et la charte donnait aux bourgeois le droit d'avoir un maire et un conseil municipal, un tribunal pour les délits mineurs et un marché hebdomadaire. En 1294, le château de Lord Kevin dominait une bourgade florissante. En décembre, le roi Édouard, qui se rendait dans un de ses châteaux, s'y arrêta. Le jour de son arrivée, commerçants et travailleurs chômèrent et toute la population se rangea sur la ville pour voir arriver les bateaux du roi. Ce soir-là, un dîner fut donné au château. Le maire, le conseil municipal, plusieurs gros commerçants étaient invités. Des bannières pendaient au mur de la grande salle. Le plancher était couvert d'une jonchée toute fraîche.
Le roi et ses ministres étaient assis à une longue table avec Lord Kevin et Lady Catherine. Musiciens, acrobates et jongleurs se donnaient en spectacle. Mais Édouard n'était pas venu au pays de Galles pour ses mondanités. Il voulait écraser la révolte de plusieurs princes gallois. Avant de quitter Aberwyvern, il informa Lord Kevin de la situation. Et il lui recommanda de prendre ses précautions. Maître Jacques avait rendu la ville presque imprenable. On consacra tous les efforts aux préparatifs de défense contre un siège éventuel. Pendant les quelques mois qui suivirent, on fit de grandes réserves de blé et de nourriture dans tous les endroits possibles, en ville, au château et même dans l'église. On fabriqua des flèches, on prépara les pierres à lancer du haut des murs, et à titre de précaution, on installa les ours en haut des murailles et des tours. À partir du 11 avril 1295, les fortifications de Maître Jacques furent mises à l'épreuve. Des centaines de soldats gallois, sous les ordres du prince Dafydd de Gwynedd, entourèrent la ville, et de nombreux bateaux mouillèrent près du château. À la fin de juin, la campagne était ravagée. Un moulin, des granges, plusieurs fermes étaient détruits, mais l'approvisionnement de la ville restait suffisant. Le prince, qui avait reçu la nouvelle qu'une grande armée anglaise descendait du nord pour écraser les révoltés, ordonna de passer à l'attaque. On rassembla un grand nombre de balistes et de trébuchets, et on les braqua contre la ville et le château. Ces lourdes machines de bois comportaient un bras qui pouvait être rabattu en arrière et fortement bandé. Une fois libérés, ils se relevaient avec violence en envoyant toutes sortes de projectiles sur les murs ou au-dessus des murs. Le prince Dafydd compléta ce bombardement par des attaques directes contre la muraille. Les soldats gallois mirent à profit l'obscurité pour combler le fossé avec de la terre. On disposa ensuite au pied des murailles un abri préfabriqué couvert de peaux de bêtes et de terre pour diminuer les risques d'incendie. Sous cet abri, on suspendit par des chaînes aux poutres de la toiture un gros tronc d'arbre pointu et ferré pour servir de bélier. Pendant ce temps, un autre groupe de soldats avait fait rouler une haute construction de bois, ou tour d'assaut, ou beffroi, par-dessus le fossé et l'avait mise en position contre les ours. Puis ils grimpèrent jusqu'à la plateforme supérieure de la tour. De là, ils abaissèrent un petit pont-levis et tentèrent de passer sur la muraille. Après 2 heures d'un violent combat, au corps à corps, les Gallois durent retirer leur tour, à laquelle les défenseurs avaient réussi à mettre le feu. Pendant près d'1 semaine, les murailles furent soumises à des attaques incessantes. Pendant ce temps, un groupe de sapeurs avait travaillé sans relâche. Leur mission était de creuser un tunnel ou mine sous la muraille. Cette galerie était renforcée par un coffrage en bois. Quand le tunnel de sape serait assez avancé sous la muraille, on devait en provoquer l'écroulement en mettant le feu au coffrage en bois. Les sapeurs travaillaient en se relayant sous la protection d'un abri de bois qui avait été poussé contre la muraille. Ils étaient appuyés par des archers qui se tenaient derrière des écrans mobiles en bois et qui tiraient contre les ours. Quand le prince Dafydd reçut la nouvelle que les Anglais n'étaient qu'à quelques jours de marche, il fit mettre le feu à la mine. Elle était remplie de bois sec, de paille. Il y avait même de la graisse de cochon mort qui allait entretenir le feu. Le feu fit rage pendant des heures, tandis que les défenseurs déversaient de l'eau désespérément du haut des murailles. À la fin, il fut évident pour les 2 camps que le mur était trop puissant pour s'écrouler. Craignant non seulement d'être battu, mais même pris en otage, le prince donna l'ordre de la retraite. Les fortifications de Maître Jacques avaient bien joué leur rôle, mais le roi Édouard avait tout de suite compris que le peuple gallois ne serait jamais conquis par des soldats ou des châteaux forts, quel que soit leur nombre. Il fallait les encourager à abandonner le combat. Dans les mois qui suivirent le soulèvement, plusieurs familles galloises des environs, qui en avaient assez de la guerre et qui désiraient partager les avantages d'Aberwyvern, furent encouragées à s'installer le long des routes qui menaient aux portes. Ils deviendraient ainsi des faux bourgeois. Les jours de marché ou de foire, on les laissait entrer pour vendre leurs productions et acheter celles des villes. Avec le temps, cette population s'accrut et des bâtiments de toutes sortes s'élevèrent hors des murs. À la fin, tout un réseau de ruses et de venelles entoura les murs d'Aberwyvern, et Aberwyvern devint une ville à l'intérieur d'une ville. Le bourg et les faubourgs. La conquête du pays de Galles ne fut achevée
que lorsque les Gallois comme les Anglais purent entrer librement dans des villes comme Aberwyvern, pour y construire côte à côte leurs maisons, tout en respectant leurs traditions. Ainsi la victoire du roi Édouard ne fut complète que 2 siècles au moins après sa mort. À cette époque-là, le puissant château de Maître Jacques était abandonné. Le château de Lord Kevin est imaginaire, mais sa conception, les phases de sa construction, sont inspirées par plusieurs châteaux bâtis lors de la conquête du Pays de Galles, entre 1277 et 1305. Leur construction est l'aboutissement de plus de 2 siècles d'architecture militaire. La ville d'Aberwyvern est imaginaire, mais sa conception et son aspect sont inspirés par les villes qui furent fondées en liaison avec ces châteaux forts pendant la même période de 28 ans. Dans ce programme militaire combinant ville et château fort, se manifeste bien la supériorité stratégique et l'intelligence indispensable pour la réussite de la conquête. On peut s'en aller maintenant?